Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et nous sommes en direct jusqu'à 20h avec Philippe David. Ça va mon Philippe ? Ça va très bien Cécile, et vous ? Très bien entouré ce soir avec beaucoup de monde autour de cette table. Le studio est plein comme un œuf. Oui, c'est joli, c'est chic. Ah ben non, mais c'est une expression, une vieille expression. Ouais, mais il y a que du jaune là, c'est que du bon je trouve. Il y a quoi ? Il y a que du jaune. Mais ça va bien tous les deux. Mais le blanc c'est très bon, battu en neige c'est fabuleux. Je vais accompagner Philippe David pour la soirée. Là. On partait sur une émission culinaire, on va changer finalement. Et on va revenir sur cette information, enfin sur cette longue réunion qui s'est tenue aujourd'hui à l'Elysée avec Emmanuel Macron. La droite, la gauche, en tout cas, ont longuement discuté. On va vous évoquer bien entendu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit au sortir de cette réunion avec autour de cette table. Je l'ai dit il y a quelques instants, mais je vais les annoncer de nouveau. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Anne Mazoyer-Jankowska, qui est présidente fondatrice de Fair Value Corporate et Public Affaires. Rebonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Michael Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant. Bonsoir. Rebonsoir. Et Coralie Dubost, on est ravis de l'avoir, managing partner Next Step Influence. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et tout de suite, un petit florilège de ce qui s'est dit au sortir, c'est le débat du jour. Hôtel Matignon, bonjour. Tous nos services sont occupés pour le moment. Dans l'absence du gouvernement, veuillez laisser un message après le bip sonore. Nous vous rappellerons, peut-être. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Alors, retour de ce qui s'est dit, on va commencer par vous, Philippe Bilger, la sortie de cette réunion que on espérait tous, en tout cas, entendre quelque chose, de sortir quelque chose de cette réunion. Visiblement, c'est la déception. On les a vus sortir les uns derrière les autres, et tous sont sortis, ceux qui parlaient, en tout cas, extrêmement déçus de cette réunion. Alors, d'abord, j'espère que nous ne tomberons pas dans des œufs brouillés compte tenu de la qualité des contradicteurs. Je suis sûr que non. Alors, rien ne serait pire que la dérision au sujet de ce qui se passe depuis certaines semaines. C'est plutôt tragique. Ça oscille entre le vaudeville et la tragédie. Et moi, je suis ravi que la gauche n'ait pas obtenu gain de cause auprès du président de la République. Mais il y a une phrase de lui, si elle est exacte, qui m'a frappé. Je ne suis pas prêt pour la gauche. Ça me paraît assez symptomatique du caractère présidentiel qui s'identifie, s'assimile à la France, et donc comme si en réalité c'était à lui qu'on devait complaire pour rétablir en urgence la situation de la France. Moi, qu'on élimine la gauche, qui a des demandes que je trouve extravagantes, c'est très vrai, mais il faudrait que le président décidât une bonne fois pour toutes du Premier ministre qui va nommer, et on en a, j'allais dire presque une grossièreté, on en a un peu assez de la multitude des réunions qui sont faites pour ne pas décider. Anne Mazoyer voulait réagir notamment à ces déclarations de sortie de l'Elysée par les chefs politiques en utilisant l'imparfait du subjonctif comme Philippe Bilger, cela va de soi. Comme d'habitude. Je dirais que je suis très étonnée par cette naïveté, parce qu'il est bien évident que la France se droitisant de manière extrêmement importante depuis ces derniers mois, il y avait quand même assez peu de chances pour que nous aboutissions à un gouvernement de gauche, même s'il pouvait être composé de gens de qualité. Et surtout, compte tenu des propositions qui ont été faites par eux depuis ces dernières semaines. Donc non, je ne crois pas qu'ils aient fait preuve d'une très grande perspicacité en y allant la fleur au fusil. Michael Sadoun. Pour moi, l'attelage qui se rendait à l'Elysée est beaucoup trop divers et beaucoup trop épars pour s'accorder sur quoi que ce soit. Je veux dire, on avait globalement tout le spectre politique de Sandrine Rousseau à Bruno Retailleau. Je ne vois pas exactement sur quelle offre politique ils auraient pu se mettre d'accord. Donc moi, je rejoins Philippe Bilger sur le fait d'être content déjà que la gauche ne gouverne pas. Ça aurait été quand même une incongruité compte tenu du résultat des dernières élections et pas que législatives. Moi, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est que on se dirige vers une dissolution. Et c'est ce que Sarkozy disait avant même la nomination de Sébastien Lecornu. Macron va essayer de nommer des premiers ministres successifs, ça ne marchera pas. Reculer pour mieux sauter. Et on va vers la dissolution. Coralie Dubost.
Pardon. Je vais rejoindre Michael sur ce point, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus la crise des politiques, parce que ça me semble être quand même plus une crise des responsables politiques que du politique en soi, plus le temps passe, plus l'hypothèse de la dissolution semble forte. L'attelage, il est évidemment curieux, vous avez raison. Les partis qui sont convoqués sont sur un étiage qui est très large, mais finalement c'est l'attelage de la représentation nationale tel qu'il est sorti des urnes aux dernières élections. Donc il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue en soi, et donc si vous voulez tenter de trouver une majorité capable de gouverner, c'est pas tant une majorité idéologique qu'une majorité capable de se mettre d'accord sur des projets. On a l'impression à les entendre que ce n'a pas été le cas. Maintenant, peut-être que nous aurons des bonnes surprises, puisque l'essentiel derrière, c'est quand même que la France, elle puisse travailler. Allez, 0826 300 300, vous pouvez bien entendu communiquer avec nous et partager en tout cas ce débat. Et on va écouter Marine Tondelier qui est sortie dans les premières juste après le groupe Lyot. C'est pas forcément naturel pour des écologistes de venir discuter avec des macronistes, avec le parti Les Républicains. Si nous le faisons, c'est parce que nous tenons à ce pays et que nous sommes, comme beaucoup de Français, très inquiets de ce qui se passe en ce moment. Et si je vous dis que je suis très inquiète, c'est que j'estime que tout ça va très mal se terminer. Parce que 86% des Français trouvent le spectacle navrant. Je pense que nous faisons partie, avec Cyrielle Châtelain, notre présidente de groupe à l'Assemblée, de ces 86% de Français qui sont navrés. Philippe Bilger, vous entendez Marine Tondelier, vous entendez Coralie Dubost. Est-ce une crise politique, une crise des dirigeants politiques de la majorité ou une crise des politiques générale, comme le dit Coralie Dubost, à votre avis ? Vous êtes d'une complexité dans vos interrogations. J'ai un esprit complexe comme d'autres, vous permettrez. Déjà, quand j'entends Marine Tondelier, sans me pousser du col, je sors mon intelligence du débat. Radicalement, parce que lorsqu'on entend une phrase assez stupide du type « c'est tout de même extraordinaire de dialoguer avec d'autres forces politiques », c'est tout de même assez remarquable sur le plan de la bêtise. Moi, ce que je crois tout de même, pardon Coralie, on est obligé de le dire, il me semble tout de même que derrière ces péripéties qui ne font plus rire, il y a une responsabilité capitale du président de la République qui, me semble-t-il, cherche désespérément à échapper à la solution radicale qu'imposerait cette situation au sens propre extraordinaire. Vous l'avez dit, Michael, j'ai l'impression que jusqu'au bout, il cherche à utiliser des moyens ordinaires pour régler une crise qui sort totalement de l'ordinaire. Et la continuation des premiers ministres, jusqu'à quand ? C'est cela qui me paraît. Il ne peut pas simplement gérer la vie présidentielle en cherchant à sauver, pardon pour la familiarité, sa peau politique jusqu'en 2027. Je rebondis sur ce qu'a dit Marine Tondelier, de dire ça va mal finir en fait. Ça va mal finir sur quoi ? Est-ce que ça veut dire que on va sortir dans les rues ? Est-ce que c'est quoi pour vous mal finir ? Qu'est-ce qu'elle entend par là ? Ce qu'elle voudrait, c'est que ça finisse mal. Oui. Voilà. Oui. Mais en tout cas, ce n'est probablement pas ce qui va arriver. D'abord parce qu'il y a, et on le constate depuis ces dernières manifestations, une véritable usure du peuple français. Deuxièmement, parce qu'il y a le budget et que finalement c'est ça l'important, et c'est peut-être ça vers le quoi on tend, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir un ministre qui fasse voter ce budget, et après nous le déluge. On verra bien. Vous savez, Talleyrand disait quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. Il disait la trahison est une question de date. Oui, absolument. C'est tellement vrai. Et en réalité, c'est exactement ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est des petits pas et que le président a compris que le sens de l'histoire, c'était quand même d'avoir un budget. La crise de régime, la crise de sa responsabilité passera après. Ce qu'il faut, c'est le budget. Et le budget, c'est lundi, en principe, ou dans les jours qui viennent. Et je pense que c'est le seul objectif à très court terme. On en reparlera dans un instant sur ce budget, bien entendu. 0826 300 300, vous voulez participer au débat, on vous Venez attend. Réagir. Allez-y. Parce que là, en plus, vous avez un florilège de pensées différentes et divergentes. Vous serez d'accord avec un et pas d'accord avec d'autres, donc c'est parfait. On adore ça sur Sud Radio. Allez, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Édition spéciale.
Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et à cette heure-ci, on se demande dans combien de temps nous aurons le nom de la ou du nouveau Premier ministre. En tout cas, on en parle avec nos vraies voix du jour, avec Philippe Bilger, Anne Mazoyer, Jean Kowska et Michael Sadoun et Caroline Dubost. Et vous, au 08... Qu'est-ce que j'ai dit, Caroline décidément, pardon. Coralie Dubost, pardon. 0826 300 300. Et nous avons déjà Philippe de Hier qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue. Je vous écoute, j'interviens tout de suite. Ah oui, bien sûr, allez-y, on vous écoute. Vous êtes en direct, on vous écoute. Je serais tenté de dire, je pense que la grande majorité des Français en a assez de ce cirque. Oui. Entre guillemets. Bien sûr. Alors ce soir, on va avoir soit un nouveau Premier ministre. On peut peut-être pas exclure une dissolution, parce que Philippe, je vous coupe la parole. On nous annonce le Premier ministre d'ici 20h, a priori. Exactement. Mais est-ce de l'info, est-ce de l'intox? On verra bien. Écoutez, si on a un nouveau Premier ministre, on peut s'attendre à une dissolution dans les 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis voilà. Voire moins. Il n'y a pas de compromis possible dans notre système politique. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas dans des pays du Nord. Donc il n'y aura pas de compromis, comme le souhaitent un certain nombre d'hommes politiques. Il y aura simplement un gouvernement qui ne sera en minorité pour présenter et défendre les projets. Restez avec nous, Philippe. On va faire réagir. On vient d'annoncer que visiblement Bruno Retailleau ne reviendrait pas au sein du gouvernement. Voilà, déjà. Il l'avait dit. Oui, bah ça, oui, mais voilà, il a l'avait raison. déjà dit. C'est confirmé. Il y a eu un problème de timing politique quand même chez Bruno Retailleau. C'est d'ailleurs, je trouve, la première faute politique qu'il fait depuis qu'il est vraiment entré dans la lumière. C'est qu'il aurait dû partir, je trouve, j'irais par exemple au sommet de la crise algérienne ou quelque chose comme ça, sur un désaccord avec le gouvernement. Et au lieu de ça, il est parti sur un désaccord un peu médiocre par rapport à l'intégration de Bruno Le Maire dans le gouvernement. On peut discuter évidemment, et tout comme le bilan de Bruno Le Maire, mais partir sur ça alors qu'on était rentré dans la politique sur une image d'homme intègre et pas du tout dans des considérations politiciennes, je trouve ça un petit peu dommage. Ça n'enlève rien aux qualités de Bruno Retailleau et je trouve qu'il a évidemment raison de ne pas intégrer le prochain gouvernement. Allez, on va réécouter les déclarations de certains, et en l'occurrence celle de Fabien Roussel ou peut-être celle d'Olivier Faure. On commence par Olivier Faure. Nous sommes venus voir aujourd'hui si cette crise se dénouait et s'il était possible d'avancer, parce que les Français sont légitimement inquiets. Un pays qui n'est plus gouverné, qui n'est plus dirigé, une majorité qui a volé en éclats. C'est donc la raison pour laquelle nous étions parfaitement légitimes à réclamer un Premier ministre de gauche. Ce à quoi, vous l'avez compris avec ceux qui nous ont précédés, le président n'est pas prêt à accéder. Maintenant, en son âme et conscience, il devra nommer dans les prochaines heures et nous verrons bien ce qu'il fait. Coralie Dubost, on avait le sentiment, avec cette convocation des leaders de partis politiques, sauf LFI et le RN, à 2h du matin, qui est quand même une heure un peu originale, on va dire. Ou alors très tôt, ça dépend le rythme de vie qu'on a, qu'il allait essayer de faire peut-être un gouvernement national, se rabibocher. On a vu LR qui est sorti sans un mot. On a vu les écologistes qui sont sortis en tirant à vue, le Parti Socialiste qui est sorti en tirant à vue, Roussel pareil, c'était prévisible. Est-ce que finalement, la situation n'est pas encore plus atomisée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 3 heures? Bon, la situation, elle a été atomisée toute la semaine, et effectivement, y compris... Mais c'était la réunion du dernier espoir, ça. Y compris des hommes et des femmes politiques que l'on pensait d'un certain niveau ont eu des attitudes extrêmement pulsionnelles, voire puériles, dans la semaine. La bonne nouvelle, c'est que depuis l'intervention de Sébastien Lecornu aux 20h, c'est quand même un petit peu redescendu d'un cran. Lui, il a pris du galon, en revanche. Bon. Totalement. Excellent. Totalement. Il est venu remettre un petit peu de hauteur dans tout cela. Et qu'est-ce qu'il nous a dit à ce 20h? Finalement, en réalité, pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait une possibilité de sortir de cette semaine inouïe. Donc le président de la République, il ne fait que suivre son avis, effectivement, à 2h du matin, mais de dire, bon... Mon Premier ministre, certes démissionnaire, mais négociateur, me dit que des négociations permettraient d'aboutir à un compromis. Il est dans son rôle que de convoquer les partis et les présidents de groupes politiques pour évaluer ce compromis et en tirer des conséquences pour nommer un Premier ministre. Parce que lui, elle est là, sa responsabilité. C'est qu'il doit nommer un Premier ministre. Et pour nommer un Premier ministre, cette fois-ci, il écoute tout le monde. Et il dit, OK, autour de qui ce compromis pourrait se tisser? Ce que l'on entend à la sortie, et on vient d'entendre...
Olivier Faure, précédemment Tondelier, etc. Moi, j'avoue que je suis un peu étonnée quand j'entends Marine Tondelier sortir en disant qu'elle est sidérée. On ne peut pas parler de sidération quand on sort d'une réunion à l'Élysée où on a discuté avec ses pairs. Parce que même quand on n'est pas du même parti politique, quand vous êtes entre responsables politiques, président de groupe, président de parti, face au président de la République pour parler du prochain Premier ministre, vous vous attendez à avoir des conversations qui soient à la fois difficiles, mais sérieuses. Mais difficiles. La politique, c'est pas fait pour être facile. Je pense que ça veut dire qu'il y a un Premier ministre. C'est pas possible de sortir d'une réunion en disant je suis sidéré. C'est pas au niveau. Pour moi, c'est pas au niveau. Oui, je pense que ça veut dire possiblement même un retour de Sébastien Lecornu Premier ministre. C'est peut-être ça qu'il a d'ailleurs scandalisé. Mais Sébastien Lecornu, il a très bien joué la séquence médiatique parce que il l'a joué très digne en renonçant au pouvoir et j'ai envie de vous dire que le pouvoir c'est un peu comme l'amour, on a envie de le donner à celui qui le veut le moins. Donc Sébastien Lecornu ne le voulant plus, les Français le désirent à nouveau comme Premier ministre. Moi, je veux aucun pouvoir, je vous le dis. Surtout, j'ai été frappé de voir qu'au-delà du macronisme pur, beaucoup de gens, comme vous le dites très bien, ont été frappés, peut-être moins par le fond de Sébastien Lecornu à la télévision que par sa forme. Il a introduit un ton de modération, de mesure et de modestie au moins apparente qui ont fait beaucoup d'effets. Mais à la sortie, Fabien Roussel a dit, quand on a demandé qui était du socle commun, le MoDem a répondu oui, les macronistes ont répondu oui, et Édouard Philippe n'a rien dit. Sa position est claire. Mais donc maintenant, il n'est plus dans la majorité. Vous disiez que la trahison, c'était une question de temps. Je vous pose la question. De date, pardon. Autant pour moi, oui. De date. On revient au temps. C'est fini, là. Macron-Philippe, c'est plus dans la majorité, Horizon. En tout cas, momentanément, non. Vous savez, moi je suis toujours très prudente. Il y a toujours des temps dans la guerre. Il y a des stratégies d'alliance. Là, je pense que l'alliance est rompue, c'est clair. Mais par ailleurs, vous savez, qu'est-ce qui se tracte véritablement en coulisses? Nous ne le savons pas. Est-ce que le PS n'a pas montré une grosse faiblesse là dans ce qu'on a entendu? On s'est rendu compte que finalement ils sont sortis comme des oiseaux tombés du nid, c'est-à-dire que en disant on comprend pas, ça fait 8 ans qu'on attend. Enfin voilà, et on se dit mais on attendait un PS un peu plus fort. On annonçait même Olivier Faure et tout à coup on le voit faible aujourd'hui. Vous avez raison, Cécile. Le problème du PS, me semble-t-il, il n'est pas composé que de gens qui n'ont pas d'intelligence. Mais ils ne cessent de réclamer sa venue au pouvoir en tant que Premier ministre, mais en même temps, par ses exigences abracadabrantes, il rend quasiment impossible à chaque fois sa venue même à un poste de Premier ministre. Donc il faut un jour qu'il choisisse entre l'intelligence politique... je rejoins Philippe sur le fait que même si, admettons que dans le fond, ils aient des demandes abracadabrantes. Après tout, quand vous êtes Premier ministre, de toute façon, vous devez faire voter vos textes à l'Assemblée. Donc, pourquoi pas, dans l'idée, pourquoi pas avoir un PM de gauche, un gouvernement de gauche qui vient faire ses propositions et on verra si l'Assemblée lui dit oui ou non. Et si le Sénat lui dit oui ou non. Si les commissions mixtes paritaires disent oui ou non. Donc le fond, ça me gêne pas. Ils ont le droit de faire leurs propositions et d'avoir leurs demandes. Mais ils savent très bien qu'ils vont être rebootés. Ce qui me gêne, c'est effectivement ce qui était énoncé juste avant, c'est qu'à ce moment-là, au moins adopter la posture de responsabilité, le discours. Parce que quand on se dit prêt à gouverner et prêt à parler avec tout le monde, ça veut dire qu'on montre qu'on est prêt à parler avec tout le monde et pas qu'on fustige tout de suite. En mettant à la place du PS, même s'ils ne sont pas dans une situation idéale, ils n'ont pas envie de rejoindre un navire qui est en train de couler sans demander quand même certaines concessions et certains signaux qu'ils peuvent envoyer à leur électorat. Ils les auront pas. Michael, il y en a un peu assez de ces partis qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et de l'autre côté, on a un président de la République, on aurait pu imaginer qu'Emmanuel Macron n'attende pas 20 heures et cette réunion, encore une fois, superfétatoire avec les partis. Il est capable de trancher, de nommer un Premier ministre et l'Assemblée se débrouille avec lui. Franchement, mais est-ce qu'on... Sur la base de quelle majorité tu nommes un Premier ministre? C'est pareil pour tout le monde. La situation fait que c'est exactement la même chose pour tout le monde. Donc précisément, quand aucun Premier ministre d'aucun parti n'aurait une majorité naturelle et facile, parce que c'est ça en fait, c'est une majorité facile, qui aujourd'hui
et j'espère qu'il y en a en réalité dans tous les partis, ça serait bon pour la santé de notre pays, qu'il y ait dans chaque parti une ou plusieurs personnes prêtes à endosser ce rôle d'être Premier ministre sans majorité naturelle et d'être en capacité de travailler avec tout le monde, en capacité de ne pas disjoncter, de ne pas être dans le pulsionnel, de ne pas fustiger. C'est cela que l'on attend aujourd'hui. C'est mort la queue. Personne ne veut intégrer le gouvernement parce qu'il est pas stable, et il est pas stable parce que personne ne veut l'intégrer. C'est ça. Il faut bien que et puis de toute façon, il y a aussi les chiffres de la possible dissolution. Plus qu'il ne faut pas tenter la donc Philippe Bilger est toujours là pour, si jamais il y a un problème pour prendre ce Matignon. Allez, on y va. Allez. Moi, qui est l'arrogance du pouvoir, je prends tout ce qu'on donne. On fait une petite pause et on reviendra sur cette déclaration de Bruno Retailleau qui vient de dire il y a un instant, le socle commun est mort. 0826 300 300, on est ensemble avec vous jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Retour en édition spéciale jusqu'à 20h ce soir. Oui, d'habitude, les vraies voix, c'est 19h30. Mais ce soir, comme il n'y a pas de Pro D2 de rugby, ce sera 20h. Et vous retrouvez bien évidemment l'équipe du rugby à partir de 20h. Nos vraies voix du soir qu'on coach avec Cécile de Ménibus, on va dire ça comme ça. Même si, pour utiliser un terme rugbystique, les débats sont virils mais corrects. Philippe Bilger, Anne Mazoyer, Mickaël Sadoun et une petite nouvelle, Coralie Dubost. Alors on vous pose cette question. Et puis pour les amateurs de rugby, ce sera demain à 14h30. Il n'y a pas de rugby ce soir, mon petit chat. Ah oui, autant pour moi. Oui, je croyais qu'il y avait autant pour moi. Il y aura un premier de mêlée, mais il n'y aura pas de rugby. Il y a un demi de mêlée. Ces premiers de cordée et demi de mêlée. C'est une bonne idée de rugby. On pourrait faire un team building au gouvernement en faisant un peu de rugby, etc. À l'Assemblée nationale et à d'autres. Peut-être que ça les aiderait à suivre le ballon. Le ballon. En tout cas, si Philippe Bilger, David continue à dire autant de bêtises, il va prendre un carton rouge. Je vous le dis tout de suite. Non, maintenant on passera au carton jaune ou orange quand même, avant le rouge au rugby et même le carton orange désormais. Allez, soyez les bienvenus. On va revenir sur cette déclaration de Bruno Retailleau sur le socle commun. Est mort Philippe Bilger. On sent que là, ça y est. Là, Bruno Retailleau, d'une certaine manière, annonce que tout le monde peut constater. Moi, j'ai été très indulgent avec Édouard Philippe et Gabriel Attal parce que j'ai toujours eu, on s'en moque assez, une élection pour le dernier. Et je trouve qu'on ne peut pas leur demander d'être en permanence éperdu de reconnaissance à l'égard d'un président qui n'a pas été tendre avec eux sur le plan politique. Mais Bruno Retailleau prend acte d'une dissolution du socle commun et lui-même est dans une situation, comme l'a très bien dit tout à l'heure Mickaël, il a commis une maladresse en donnant l'impression de s'effaroucher pour non pas un détail, mais pour quelque chose de dérisoire, alors qu'il aurait eu 1000 motifs pour partir avant. Vous voulez réagir, Mickaël Sadoun ? Vous avez le socle commun n'existe plus. La définition du socle commun, c'est qu'on ne sait pas très bien qui comprend dedans. Donc, je ne sais pas s'il n'existe plus. Peut-être qu'il comprendra plus Bruno Retailleau, mais en tout cas, Macron va essayer de le reconstruire. Et puis, sur la base de quelle idée il a déjà existé le socle commun ? C'était juste une espèce de dispositif politique de pérennisation du pouvoir ou de constitution d'un gouvernement. Mais derrière, il n'y avait pas tellement de projets en commun. D'ailleurs, je pense personnellement, et c'est là que je contredis peut-être Coralie Dubost, il ne faut pas partir sur l'idée qu'on va réformer la France dans l'année à venir ou dans l'année et demie à venir. Mais lui permettre de vivre normalement. Déjà, elle est immobile, c'est déjà pas mal. J'ai pas parlé de réformer. Ah oui, non, d'accord. Parce que juste d'avoir un gouvernement qui tourne, des administrations qui ont des instructions, des entreprises qui ont des réponses, des citoyens qui ont des réponses. Parce que dans toutes ces périodes-là, quand même, ce qu'on ne dit pas, peut-être suffisamment, c'est que des gouvernements de démissionnaires successifs sont aussi des empêchements à signer des autorisations, des machins dans chacun des ministères, et donc des tonnes de dossiers entreprises ou citoyens qui sont bloqués. Et ça, c'est pas souhaitable. Et surtout, il y a le problème de la dette. C'est-à-dire que si demain, le budget n'est pas voté, on a déjà une agence qui a dégradé la France il y a quelques semaines. La deuxième arrive fin octobre, la troisième arrive fin novembre. Donc ça veut dire qu'on aura encore plus de mal à emprunter, et ce qui n'est vraiment pas le moment, et beaucoup plus cher. Et c'est ça, en fait. Moi, le seul sujet, c'est celui-là.
C'est les finances de la France. Il y a les marchés, puis il y a l'image de la France en général. Je ne pense pas que ce soit terrible pour notre voix internationale. Et en parlant de budget, c'est finalement le budget de qui? Parce que c'est le nôtre. Oui, le nouveau Premier ministre qui va arriver. Est-ce qu'il y a des amendements de Le Cornu? Est-ce que c'est du... Je sais pas, mais très franchement, je vous dis la vérité. Est-ce que c'est du Bayrou? Est-ce que c'est du quoi? Moi qui suis pas pro dépenses publiques et pro impôt à tout va, je vous dis la vérité, je préfère des concessions politiques à la gauche qui préfèrent d'assurer une stabilité politique plutôt que de rester dans cette situation-là, parce qu'au regard des marchés financiers et des agences de notation, de Fitch, Moody's, etc., la stabilité politique est un facteur beaucoup plus prégnant et important que le petit truc qu'on va concéder à la gauche, style retrait de la réforme des retraites. Je vous dis la vérité, je préfère le retrait de la réforme des retraites à cette situation prolongée pendant un an. Non mais de toute façon, si je ne m'abuse, c'est pas moi qui le dis, c'est la règle. S'il n'y a pas de budget le 31 décembre, c'est de facto le budget de l'année précédente qui s'applique. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà. Donc, à la rigueur, est-ce que on pourrait tout de suite le reporter, ce serait ridicule. Ouais, c'est ça. Vous y allez vite, le 10 octobre. Je plaisante, je sais. Mais non, le problème, c'est les agences de notation, parce que ça aura de toute façon une influence. Vous êtes sûr? Oui. Oui, c'est pour ça. Non mais je pense qu'on va être dégradé parce qu'on a un déficit, parce qu'on a une dette colossale, on a encore un déficit colossal. Parce qu'on est instable politiquement. C'est que ça, c'est le sujet, c'est le vrai sujet. L'instabilité, on la paye à tous les endroits. D'une part, les notes et la façon dont le marché nous regarde, et puis les investissements immédiats. Là, combien de projets, combien d'entreprises françaises, combien d'entrepreneurs français et de travailleurs à la clé attendez un investisseur, parfois étranger, parce que ce ne sont pas toujours des investisseurs français qui permettent de développer une boîte en France. Combien se disent, mon Dieu, est-ce que vraiment je vais investir là, ici, maintenant? Ils n'arrivent pas à trouver un gouvernement en plus d'un an, ça saute tout le temps, je n'y comprends rien, etc. Est-ce que ça favorise la vie tout court? Pas du tout. Donc c'est évident qu'il y a et le budget et la vie économique en France qui a besoin de stabilité politique. Et Coralie, vous avez raison d'insister sur quelque chose qu'on oublie trop. Même ceux qui n'aimaient pas Emmanuel Macron lui reconnaissaient un certain rôle international. Et je crois que ce qui se passe à l'heure actuelle en France fait perdre un crédit considérable à l'influence internationale de la Philippe, France. je n'en suis pas sûr, parce que quand tu regardes le Choose France et l'évolution du Choose France depuis ces 3 dernières années, alors que l'année que nous venons de passer était quand même assez préoccupante, tu regardes le niveau des investissements, moi je le vois chez mes clients également, personne dit qu'il veut désinvestir en France, aussi incroyable que ce soit. C'est vrai que les indicateurs macro sont pas si mauvais que ça. La croissance est pas mal. Pas les plus récents. C'est ça. Pas les plus récents. Les plus récents moi, sont pas extraordinaires. Non, mais bon, l'inflation est retombée finalement avec un soft landing, alors qu'on attendait une catastrophe au moment de la remontée des taux d'intérêt. Et finalement, on est revenu à une inflation normale. La croissance est potable. D'ailleurs, Macron se vante d'avoir eu une meilleure croissance sur le territoire français, quand même. C'est déloyal. Je préfère des généralités. On m'oppose des arguments. Les amis, revenons peut-être sur cette proposition, en tout cas, de déplacer la réforme des retraites, ou en tout cas, je vais réutiliser le mot suspendre ce qu'a proposé le président de la République après les présidentielles. Est-ce que ça vous paraît, parce que tout le monde était plutôt pour, visiblement, et seul Bruno Retailleau était contre, qu'est-ce que vous pensez de ce report, en tout cas, mais déjà, est-ce que c'est faisable? Parce que, excusez-moi, la loi, elle a été votée. Une fois qu'elle a été votée, promulguée au journal officiel, elle s'applique. Parce que la suspendre, ça veut dire quoi? Celui qui veut partir en retraite, qui a 62 ans, il a le droit de partir si c'est suspendu, ou ça passe à 64 ans. Est-ce qu'on n'a pas proposé tout et n'importe quoi? Il me semble, sous le contrôle de Coralie, sur le plan parlementaire, quelle serait la solution idéale? En réalité, la suspension, comme on l'a dit, c'est le prélude de l'abrogation. C'est très clair. D'ailleurs, à gauche, on la souhaite. C'est ce qu'a dit Maud Bréjon, d'ailleurs, je crois, sur une boucle Telegram. C'est la seule, je trouve qu'elle n'a pas manqué d'audace intellectuelle. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir, c'est une banalité, que c'est lors du débat présidentiel qu'on recommencera à mettre sur la table un vrai débat sur les retraites? Et dites-nous ce que vous en pensez, vous. Vous pensez qu'il faut suspendre l'application de la réforme des retraites, ou vous pensez qu'au contraire, il faut la maintenir? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, même si vous n'êtes pas retraité. C'est terrible parce que cette
réforme des retraites, Coralie, je me tourne vers vous. C'était quand même le totem du gouvernement Macron depuis longtemps. Oui. Depuis très longtemps. Moi, je l'ai connue que sous le quinquennat stable, si je puis dire. Mais elle a effectivement été déjà remise à l'établi. Il me semble surtout, mais je suis plus dans le détail technique, légistique, mais je suis pas certaine qu'il soit même possible de la suspendre. Je crois que la suspendre, ça revient à l'abroger, puisque de toute façon, elle est progressive. Oui. Il y avait une progressivité, etc. Et par ailleurs, je suis pas d'accord avec tout dans les énoncés parfois de Madame Borne, mais elle a posé une question assez juste, me semble-t-il aussi, c'est que si on dit suspendre la réforme des retraites, dans cette réforme, il y avait aussi énormément d'avantages prévus pour les petites retraites, pour les femmes, pour certains travailleurs. Donc il y avait aussi des avantages et des progrès sociaux majeurs. Est-ce que tout serait suspendu? Juste une partie? Qu'est-ce qu'on fait? On leur a expliqué que ça allait être possible, qu'on avait corrigé leur situation et là on va revenir en arrière. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Je trouve que c'est un excellent débat de présidentielle, que la présidentielle, elle est pas si loin, même s'ils semblent tous très impatients d'être candidats et de présenter un programme. Quand on n'est pas en forme, c'est long. Voilà. Non, mais ils ont tous en ce moment des projets impatients, mais en réalité, c'est pas si loin. Ils vont avoir l'occasion d'en parler. Finalement, il s'agit de quoi? De passer un budget, de laisser les municipales se dérouler correctement, et ça serait aussi le respect de nos élus locaux que de leur laisser avoir leurs débats locaux, et de se mettre au débat des présidentielles juste après. Et on pourra parler de tout. Et si les Français changent d'avis sur les retraites, ils changeront d'avis sur les retraites et ce sera supprimé plus tard. Mais en fait, juste laissons les choses se faire normalement. Ce serait pas très grave qu'elle soit retirée quand même. Je le dis, cette réforme, à mon avis, parce que c'est la seule réforme véritable qui a été menée par le président, donc je n'y crois pas. Elle sera maintenue. Même si on peut en penser ce qu'on veut, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'amendements, d'exceptions dans chaque régime, etc., que finalement, désolé, elle était très difficile à faire passer dans la circonstance, mais finalement, elle était un peu ni faite ni à faire. C'est-à-dire que du point de vue des finances publiques, c'était pas tonitruant non plus, c'était pas révolutionnaire. Si vraiment vous voulez faire une réforme des retraites efficace, faut introduire une dose de capitalisation, faut revenir sur tout un tas de régimes spéciaux qui ont plus aucune cohérence aujourd'hui. C'est ça la vraie réforme des retraites. D'ailleurs, je pense que les Français y étaient assez favorable au moment où Jean-Paul Delevoye s'y penchait en 2019 et où Édouard Philippe travaillait sur une réforme à point. Vous vous souvenez de ce truc? Finalement, ils sont revenus à une réforme paramétrique qui a crispé tout le monde et qui a mis le pays dans la rue. Ce serait quand même un peu fort de proposer, en tout cas de la suspendre sans vouloir le faire réellement. Non mais surtout le pire, c'est la manière dont elle a été votée. Je le rappelle, procédure accélérée, sans vote à l'Assemblée nationale en première lecture. Passage avec l'article 47 alinéa 1 au Sénat pour aller en procédure accélérée. Et le jour où elle est promulguée après un passage au 49.3, c'est le 14 avril, elle est passée une fois, le Conseil Constitue le valide le 14 avril, c'est au journal officiel le 14 avril. C'est une réforme aussi urgente, on peut pas la supprimer, il faut être un peu sérieux quand même, non? Je pense pas que c'était une question d'urgence, mais c'était une question d'autorité à un moment, parce que c'est de l'autoritarisme à ce niveau-là. On s'en disait tellement. Souvenez-vous aussi, ça brûlait dans Paris, hein. Ça brûlait dans Paris, il fallait mettre un terme à ça aussi. Il fallait mettre un terme au feu dans Paris, à certains qui étaient tous les jours dans la rue et qui bloquaient le pays, c'était pas possible. Mais ça brûlait déjà en 2016 pour la loi El Khomri, hein. Oui, mais quand il y a des sujets qui sont brûlants, sans jeu de mots, il faut y mettre un terme d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas les laisser durer éternellement non plus et mobiliser toutes les forces de l'ordre là-dessus. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. 0826 300 300 si vous voulez débattre, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. On ne sortira pas d'ici sans avoir un Premier ministre ou une Première ministre, je vous le dis. Par la volonté du peuple. Par la volonté du peuple, exactement. Philippe Bilger. On est peut-être là jusqu'à 2h du matin. Oui, ou le week-end, je sais pas, vous avez pris un rechange? Vous avez pris un slip, Philippe Bilger? Non, moi je suis plutôt très propre. Puis, pour le connaître un peu, c'est surtout qu'il en met pas. Je suis à côté de Philippe David, je n'en dirai pas la même chose. Voilà, tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Je ne sais pas si au gouvernement ce sera le cas, chers amis. En tout cas, ici, nous respectons une parfaite parité. Que les choses soient claires. Anne Mazoyer, l'intellectuel a progressé. Je suis obligé de l'admettre. Anne Mazoyer, Jokowska est avec nous, Coralie Dubost, Philippe Bilger et Michael Sadoun, avec Philippe David, bien entendu, et vos appels au 0826 300 300. Et on commence par Pierre qui nous appelle de Biarritz.
Béziers. Bon, décidément. Lapsus révélateur. C'est le week-end. C'est une ville où on est pas bien en vacances. C'est le match qui va rentrer Pierre, bonsoir. Merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous appelle parce que je me posais la question de savoir pourquoi le RN et LFI n'étaient pas invités à cette réunion à l'Élysée. Parce que, sauf erreur de ma part, je pense qu'aux législatives, les dernières élections, ils obtiennent un bon score. Ils sont, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui veulent voter pour eux. Et du coup, je comprends pas la stratégie de ne pas les inviter à ces réunions. Voilà. Alors, à part le fait que les personnes qui veulent voter pour eux sont confortées dans leur position, quoi, en se disant on ne nous regarde pas, et ben c'est pas grave, on va continuer à voter pour eux, quoi. Alors, ce qui a été dit pour le RN et la France Insoumise, c'est qu'ils étaient pour immédiatement une dissolution, donc ils ne voulaient pas échanger et ils ne voulaient pas, en tout cas, rentrer dans un débat puisque eux avaient déjà pris leur décision. Ils ne voulaient pas y aller, tout simplement. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Oui, Marine Le Pen et LFI ont fait savoir que de toute façon, quel que soit le Premier ministre nommé, ils censuraient. Voilà, ils censuraient tout, donc il n'y avait pas de. En tout cas, il ne semblait pas y avoir d'espace pour une discussion constructive. Mais est-ce qu'il aurait dû quand même les inviter, même à discuter. Oui, c'est une bonne question. Et dire, est-ce que vous pourriez revoir votre position si jamais il y a un consensus, un modus vivendi, etc. C'est-à-dire il est tellement toujours dans le discours, moi je suis un républicain, l'arc républicain, et ceux qui sont en dehors, LFI et le RN ne le sont pas, que du coup il y a une confusion entre le plan moral et le plan politique stratégique. Même. Oui, voilà. Ouais. Je veux dire, s'il les a pas invités dans le genre ils puent, je leur parle pas, c'est quand même un problème. C'est pas le cas. Si c'est une considération stratégique dans le genre, écoutez, Marine Le Pen a dit qu'elle voulait la dissolution, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut même la destitution, donc je vais pas commencer à parler avec eux. Là, c'est parfaitement légitime quand même. Voilà. Mais on comprend que du point de vue de leurs électeurs ou pour le message général à la population qui peut-être suit pas les tweets toutes les 30 minutes, parce que c'est vrai que cette semaine ça a changé toutes les 30 minutes du côté de tous les partis. À qui le dites-vous ? On peut comprendre l'incompréhension, donc c'est une bonne question et c'est bien de pouvoir repréciser. Vrai sujet. En même temps, on peut comprendre que ces deux partis en aient un peu assez. Je dirais de ces tergiversations pseudo-démocratiques. Et d'une certaine manière, ils sont clairs. Oui. Anne Mazoyer, ça représente quand même un corpus électoral aux alentours de 40-45%, LFI plus le RN. Plus. Oui, alors, si on met Reconquête, si on met tous ceux qui n'ont pas été convoqués, c'est sûr que ça fait plus. Donc, moi, je vois pas l'utilité de les convoquer dès lors que l'on sait de toute façon que les jeux sont faits. Et qu'ils ne vont pas, de toute façon, cautionner un gouvernement quel qu'il soit. Là, j'ai encore des nouvelles tout le temps, rien. Sauf que de ne pas les convoquer laisse imaginer certaines personnes de dire qu'ils estiment qu'ils sont hors du cadre, en tout cas de l'arc républicain. Ils se sont mis hors du cadre, volontairement ou involontairement, mais ils se sont mis hors du cadre. Donc à un moment donné, voilà. Mais ce que je ne comprends pas, effectivement, c'est pourquoi autant de temps, pourquoi tout ça pour ça, quoi. Voilà. Alors qu'on sait où on va. On retourne au standard. On y va droit devant. 0826 300 300, c'est Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir l'équipe. On vous écoute, Lionel. Moi, dissolution, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils iraient, parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont rien à gagner à aller à une dissolution. Absolument rien, parce que concrètement, ils savent bien que ça va profiter au RN aujourd'hui assez massivement. La LFI a pas grand-chose à gagner à aller à une dissolution. Quoi qu'ils disent, ils iront pas, parce qu'ils vont perdre trop de sièges en fait depuis la dissolution de leur petite magouille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien compris que c'était qu'une petite magouille et du coup ils vont pas revoter pour eux. Donc à qui ça va profiter? Certainement pas à la Macronie, pas au LR parce qu'ils ont foutu la merde, pas au PS parce qu'ils servent à rien, ils sont à 3%. Au moins vous êtes cash. Vous avez une vision globale. Je suis désolé, mais c'est assez factuel. C'est assez factuel. On les a. Donc à qui ça va profiter? C'est au RN. Le RN va récupérer des sièges. Ils n'auront pas de majorité parce que je pense pas qu'ils aient là une majorité absolue au CNA. Mais par contre ça va leur profiter. Et ils n'ont pas envie de ça. Donc maintenant qui mettra la place? On va remettre le Cornu. Il a démissionné, il a dit qu'il reviendrait pas. On va voir s'il a un peu les couilles de tenir son truc. Oh là. Je suis pas persuadé. Le courage, on va dire ça comme ça. Pardon, oui. Le courage, oui. Les tripes. Il paraît qu'il faut le dire en espagnol. C'est le courage de rester
rester ou partir. Enfin, je suis pas tout à fait sûr d'être d'accord là. Il parle de Borloo, mais Borloo, concrètement, je vous rappelle qu'il a quitté la vie politique parce qu'il était malade, ce pauvre monsieur. Donc, c'est un mec qui est très bien, hein, mais je pense qu'il a plus l'énergie, il a plus le feu sacré pour gérer un truc pareil, parce que c'est un souk pas possible. C'est sûr qu'il aura moins de patience qu'avant, ça c'est certain. C'est même pas une question de patience, parce que concrètement, tout à l'heure, M. Bilger, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils en avaient marre de leur magouille, le RN et la LFI. Mais je les comprends, parce que finalement, le peuple vote pour les extrêmes. Alors, c'est des choix qui les regardent. Mais je suis désolé, le peuple s'est exprimé. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une majorité sur le gouvernement Le Cornu, on se retrouve avec une majorité de LR? Il me semble que le LR, ils ont pas fait 30% des votes. Ils ont fait une poignée de votants, et ils se retrouvent en majorité au gouvernement. Mais ça a l'air de quoi? Désolé. Lionel, vous restez avec nous, on va faire réagir si vous permettez. Michael Sajous, vous voulez réagir, vous n'êtes pas d'accord avec Lionel? Je comprends évidemment ce que Lionel veut dire. La colère qu'il a. Et moi, tout à l'heure, j'ai parlé du Front républicain qui, à mon avis, a totalement faussé le résultat de ces élections et du coup a créé une espèce de frustration populaire. Mais en fait, on se retrouve avec un gouvernement avec beaucoup de LR parce que malgré tout, même s'ils sont minoritaires, LR se retrouve en fait au barycentre de la vie politique française. C'est-à-dire que globalement, les Français sont à droite. Ils n'ont pas encore envie majoritairement du Rassemblement national et il faut qu'il y ait encore un vrai step pour qu'ils constituent un gouvernement et une majorité à l'Assemblée. Mais voilà, LR se trouve au centre du jeu. C'est un peu un retour à la 4ème République, c'est-à-dire que parfois des partis minoritaires se retrouvent centraux et ont la maîtrise de la vie politique. C'est comme ça. Et puis il faut bien voir que, Coralie, si les présidents et ce qui reste du macronisme a une peur bleue de la dissolution, on les comprend. Puisque, d'ailleurs le président l'a dit, s'il n'y a plus rien. Ah bah oui. Ils vont se faire raser. Non mais effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de majorité claire qui se dessine, tout petit parti peut faire bascule. Donc LR, PS, Lyotte parfois peut faire bascule. Sur les présentes élections de l'Assemblée, ils étaient majeurs alors qu'ils ne sont pas très nombreux. Bon. Donc, non. Moi, si vous permettez, je suis encore là, oui. Oui, Lionel. C'est bien, et on vous en remercie. Parce que je sais comment ça marche. Si vous permettez, moi, j'aimerais bien que tous ces partis, en fait, avant de penser à leur petit poste et à leur petit siège, ils pensent à la France. Parce qu'on décline dans toutes les catégories. Moi, je suis chef d'entreprise, les marchés sont catastrophiques, parce que les gens sont un peu pétrifiés, là. Et moi, le premier, je vois bien tous mes clients sont pétrifiés. Moi, j'ai la chance d'avoir une boîte qui tourne, mais j'ai beaucoup de monde autour de moi qui sont en train de se casser la gueule. On décline de partout. Donc, vous savez quoi, au gouvernement, vous mettez des gens qui ont l'habitude de gérer et de parlementer avec des entreprises mondiales. Vous mettez un Bompard, par exemple, qui vient de Total, qui a négocié dans le monde entier. Vous mettez Elisabeth, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui a géré une énorme boîte qui l'a redressée. Oui, donc vous voulez un Premier ministre technique, c'est ça que vous dites? Nous, c'était quelqu'un qui redresse la France. Vous savez quoi? Moi, personnellement, leur petite magouille, l'autre qui dit que elle comprend pas pourquoi 1000 balles par mois. Oui, je comprends que ça choque, que je m'achète 1000 balles de fringues. C'est juste inadmissible. On va faire réagir Lionel. Anne Mazoyer, vous êtes d'accord? Lionel est entrepreneur, il dit c'est très compliqué en ce moment. Moi ça va, mais d'autres boîtes c'est très compliqué. Vous êtes d'accord avec ça? Alors Lionel, je suis d'accord avec vous. Moi je suis aussi entrepreneur et je le vois autour de moi. Mais il faut faire certains choix et ces choix sont financiers d'abord. J'insiste sur ce point dans le sens où, si vous voulez, vous avez raison, ça devient très compliqué et vous n'aurez pas gain de cause. Ce sont des partis qui ont changé depuis 60 ans, qui n'ont aucune des valeurs qui étaient portées à l'époque, et je regrette de le dire, mais notamment par le général de Gaulle, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc ce qu'il faut, c'est prendre, je dirais, la moins pire des solutions. Et la moins pire des solutions aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui, alors je ne parle pas d'un gouvernement technique, mais quelqu'un qui a la confiance ou qui est en train de récupérer la confiance des Français. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Et c'est le Cornu lui-même. Merci beaucoup Lionel, en tout cas vous restez avec nous et merci d'avoir appelé le 0826 300 300. On vous fera réagir tous les deux parce que je sais que vous voulez réagir. Et comme Pierre et Lionel, appelez le 0826 300 300 pour venir échanger avec les vraies voix. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Anne, ne bougez pas, on arrive. Je ne bouge pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David.
Et comme vous le savez, on revient bien entendu sur cette réunion qui s'est tenue avec les forces politiques de droite et de gauche avec le président de la République. On attend visiblement avant 20h le nom du ou de la première ministre qui devrait arriver en tout cas ce soir avec Philippe Bilger autour de cette table, Anne Mazoyer-Jakowska, qui est avec nous, Michael Sadoun et Coralie Dubost, 0826 300 300. Et avant de vous prendre en ligne, je voulais revenir sur ce que disait tout à l'heure Lionel, sur un Premier ministre technique. Vous vouliez réagir, Coralie et Michael? Alors, moi, c'était pas exactement sur ce sujet, donc je laisserai Coralie rebondir sur ça. Oui, alors, je trouvais, moi, que la proposition de Lionel était intéressante dans la mesure où ce qu'il demande... Qu'il faut rappeler. Alors, lui, il demandait pourquoi il n'y aurait pas, finalement, des entrepreneurs qui savent gérer, qui soient au gouvernement. Nous, notre cabinet, Next Step Influence, on a fait des scénarios de projection depuis lundi sur tout ce qui pouvait arriver, et on a inclus les gouvernements techniques dedans. Alors, dans le gouvernement technique, il y a technique et technique. Vous avez le technique volet un peu administratif, et finalement administration qui viendrait administrer le pays, point barre. Vous avez le technique société civile, entreprise, qui a plus, peut-être un peu plus d'audace dans sa façon de faire, mais qui est aussi en gestion. Et on trouvait ça intéressant si on a à la tête soit un profil pour le coup politique, mais vous avez toute une armée de ministres qui viennent de la société civile, qui ont été entrepreneurs, et pourquoi pas ? Sincèrement, et pourquoi pas ? Si on est finalement là, on est fin 2025, les élections présidentielles sont en 2027, l'urgence c'est de passer un budget et de laisser les municipales être respectées et se dérouler. Donc il reste peu de temps et on n'est pas dans une séquence où il va y avoir de la réforme. Donc effectivement, les grands politiques, finalement, c'est presque pas leur heure. Ouais, je suis d'accord. On n'est pas dans une grande période réformatrice, on est surtout dans une période de bonne administration du pays, de bonne administration dans les projets de réduction des dépenses publiques. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les entrepreneurs et les entreprises, ils ont l'habitude de faire ça. Ils savent gérer des humains qui s'entendent pas tous forcément. Ils savent gérer des budgets compliqués. Ils savent faire des réductions quand c'est absolument nécessaire parce que la survie de l'entreprise en dépend. Donc pourquoi pas ? Il y a quand même quelques très grands entrepreneurs dans notre pays ou très grandes personnalités de société civile qui sont tout à fait aptes à occuper ce type de poste. Enfin, moi, ça je suis d'accord sur ce volet, mais simplement, je voulais juste revenir sur un état d'esprit, moi, qui m'énerve un petit peu. Et là, je vais peut-être entrer en clash avec Lionel. C'est dommage qu'il soit pas là pour répondre, mais j'aime pas l'attitude qui consiste à dire on a marre des hommes politiques, ils pensent qu'à leur siège, ils pensent qu'à leur intérêt personnel. Alors désolé de vous dire que pour exercer le pouvoir et pour changer les choses, il faut gagner des élections en fait. Donc les hommes politiques, oui, ils pensent à se faire élire. Et j'ai envie de dire que en tant qu'entrepreneur, il peut encore plus comprendre parce que lui-même est dans cette logique concurrentielle. Il a envie de gagner des parts de marché. Il a envie de trouver de nouveaux clients. Désolé de vous dire que les hommes politiques, c'est la même chose. Ils ont une logique concurrentielle, de compétition, et ils ont envie de gagner. Voilà. Alors, pour répondre à Coralie. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Coralie, pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans un moment politique qui est le plus dangereux depuis 1945. C'est le plus dangereux parce qu'on ne sait pas justement ce qui peut sortir de cette situation. On ne le sait pas socialement, on ne le sait pas économiquement, on ne le sait pas financièrement. On a vu ce que ça donnait quand il y avait certaines personnalités, dont certaines sont brillantes et ont été brillantes quand ils sont au poste de responsabilité, qui sont des postes ministériels. Dans la plupart des cas, ils se vautrent. Ils se vautrent parce que la politique, c'est un métier. Comme Nicolas Hulot, par exemple. Et comme d'autres que je ne citerai pas parce que je les ai accompagnés. Donc, voilà. Mais très clairement, c'est très compliqué et je pense que c'est un moment dangereux. Donc il faut laisser des gens dont c'est le métier. Et encore une fois, je ne pense pas que la société civile aujourd'hui ait un apport qui soit si important. Je pense qu'il faut vraiment laisser cette question à ceux qui ont été élus ou ceux qui le souhaitent et qui sont aujourd'hui à ces postes en responsabilité et les laisser agir. Oui, mais je rebondis sur ce que je voudrais préciser là-dessus parce que c'est vraiment un débat intéressant et étant une ancienne élue, j'ai un immense respect pour les élus, donc je suis pas du tout là où je suis en désaccord avec Lionel, c'est que je suis pas du tout dans la défiance vis-à-vis du politique, de l'élu, du professionnel, de la politique. Et je pense par ailleurs qu'il n'y a pas de magouille, même si c'est ressenti comme tel, et je peux comprendre d'où vient le ressenti, mais je crois pas qu'il y ait tant de magouille que ça en politique. C'est pas le sujet. J'ai rien contre les élus. C'est que
la période, il reste 1 an. On a besoin peut-être de personnes qui sont désintéressées des prochaines élections. Sur la période. Je termine ce propos, c'est important. On a besoin de personnes désintéressées des prochaines élections. Ce qu'on a vu cette semaine, les crises de nerfs des uns et des autres, parce que ça a été un peu des crises de nerfs, pardon. Ces crises de nerfs, elles viennent de la prochaine élection présidentielle, et confondre l'exercice de sa mission ministérielle, qui est de conduire des actions pour le pays, là, maintenant, tout de suite, demain, et ensuite ce sera confié à quelqu'un d'autre après les prochaines présidentielles. Manifestement, si les élus qui doivent être en responsabilité étaient responsables, je serais très heureuse que ça se passe. Or, je suis obligée de constater que cette semaine et ces derniers temps, il y en a beaucoup qui ont un peu perdu les nerfs. Alors, pour être très clair, le deuxième point sur lequel responsabilité pour aller vers là. Je pensais que c'était important que ce reste aux mains des politiques. C'est que j'ai entendu cet après-midi les commentaires du maire de Lyon contre Jean-Michel Aulas, qui lui est donc un entrepreneur. C'est donc vraiment, si vous voulez, ce que vous souhaitez. Un entrepreneur et c'est politique pour le coup. Voilà. Mais pour la question, si vous voulez, de savoir comment gérer cette affaire, ça, ce sont des questions territoriales. Et là, je peux le comprendre. Là, je peux le comprendre parce que c'est des entrepreneurs qui connaissent leur région, qui connaissent, comme les sénateurs du reste, qui connaissent parfaitement, si vous voulez, le tissu local. Ouais. En revanche, là, nous sommes dans le gouvernement. C'est complètement différent. Et en plus, il y a quand même des questions où il faut avoir une stature internationale, parce qu'en ce moment, il y a quand même un certain nombre de dirigeants dans d'autres pays, d'autres continents qui nous menacent. Voilà. On a quand même certains entrepreneurs en France ou personnalités, je pense aussi à Nicolas Dufour, qui sur les affaires nationales ou internationales, sont mieux capés que la plupart des parlementaires. Et c'est pas du tout une injure que de le faire. Le parlementaire s'occupe de sa circo et du natio. Mais on a de très grandes figures dans la société civile qui manient déjà avec talent et brio ceci. Moi, ce qui m'inquiéterait le plus, finalement, pour un ministre technique, disons société civile, ce serait qu'ils ne connaissent pas les codes de l'Assemblée et comment ça fonctionne. Mais on constitue des cabinets, oui, mais il y a des cabinets talentueux. Il y a plein de conseillers ministériels talentueux qui peuvent être sur le carreau demain, qui pourraient les accompagner. Ils apprennent. Ils apprennent très bien. Les députés et les filles peuvent oublier les codes. S'il vous plaît, allez, on va au standard 0826 300 300, puisque Nicolas, il est d'accord avec Lionel. On vous écoute, Nicolas, et bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, j'ai une position qui va peut-être en fâcher quelques-uns ici. Non, mais c'est bien, ça va les détendre un peu. Le truc, c'est que j'ai une position qui est vachement tranchée sur le sujet. Je pense qu'en fait, en vérité, ça montre une seule chose, c'est qu'en vérité, il y a des alliances, il y a des compromissions avec tout le monde. Le socle commun, en fait, en vérité, c'est juste quoi? C'est LR, le PS, c'est la droite, la gauche, etc., qui vont juste trahir leurs électeurs, encore une fois, qui vont derrière s'assembler derrière Macron pour faire un socle. On n'écoute pas LR, on n'écoute pas RN, on n'écoute pas RN, on n'écoute pas LFI. On s'en doutait derrière. Et après, c'est juste un spectacle qui est consternant. On sait très bien qu'il y aura des alliances et des compromissions de tous les côtés. Macron, il aura encore ce qu'il veut, il va encore gérer le pays comme il le souhaite, comme il l'entend, et ça avancera pas. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Quand on voit derrière, moi, ce qui m'afflige, il y a une personne, je pensais pas que je dirais ça de lui, c'est Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, c'est peut-être le seul des centristes qui a compris que s'afficher comme ça publiquement, c'était peut-être la chose la moins suicidaire à faire. Politiquement, je suis désolé, mais quand on voit tous les gens qui s'expriment sur le sujet, on dirait des condamnés à mort qui réclament la corde, quoi. Il n'a pas tout à fait tort. Philippe mais Darmanin, je dirais pas qu'il est centriste, il vient de LR quand même. Rien ne me paraît pire, même si la position est intelligente, que cette manière globalement dévastatrice de juger la classe politique. Michael l'a un peu dit, mais je dirais en général, cette forme de dérision est catastrophique pour la démocratie. Et si je peux dire un mot pour répliquer un peu à Coralie, moi mon autre souci, c'est pas du tout qu'on ne puisse pas trouver des personnalités de la société civile qui seraient intéressantes, mais je ne crois pas qu'elles seraient, comme vous le souhaitez, désintéressées. Jean-Michel Aulas, il est clairement de droite, c'est très bien, mais il n'est pas désincarné. On n'en trouverait pas réellement, Coralie, de désincarné. Alors ça, c'est une autre question, la question de la RH, est-ce que nous en trouverions? Je pense, en tout cas, mon souhait pour la période, c'est de trouver quelqu'un de suffisamment désintéressé pour la prochaine présidentielle, de sorte à se concentrer sur l'essentiel de la mission, qui est de stabiliser le pays jusqu'à cette présidentielle. Et ça me semble essentiel, que ce soit un politique ou une société civile. Je vais revenir à Nicolas. Nicolas, vous seriez pour un Premier ministre ou une première ministre technique, vous? Alors,
pourquoi pas, en vérité, peut-être que ça stabiliserait un peu les choses. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont vraiment déçus. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est en direct pour cette édition spéciale jusqu'à 20h. Horaire, normalement, à 20h, on devrait avoir un Premier ministre. Une fumée on attend blanche. la fumée blanche du côté de l'Élysée. C'est un petit côté conclave au Vatican. Mais... Voilà, c'est ça. Avec autour de cette table, Philippe Bilger, Anne Mazoyer-Jankowska, et puis Mickaël Sadoun et Coralie Dubost. Et vous, au 0826 300 300. Et il a un sujet, Pierre a des choses à nous dire. Il nous appelle de Montauban. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. C'est la situation, Pierre, que vous voulez décrire aujourd'hui. Ouais, la situation, je pense qu'on est à un moment de vérité. Les Français sont en train de le réaliser. Et ils sont en train de réaliser que ceux qui ont créé le problème ne le résoudront pas. Donc là, ils sont en train de se réunir, mais pour chercher de la stabilité, alors qu'on est en chute libre. On est en chute libre économiquement, avec le déficit, l'endettement, des problèmes liés à l'immigration, une perte de souveraineté énergétique. On peut les lister. Aujourd'hui, ceux qui ont créé le problème, ils sont encore aux manettes, que ce soit des socialistes, des centristes, des LR. Et ces gens-là, en fait, ils réalisent pas que la population, avec les difficultés venant, va les disqualifier, mais très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'aveuglement. Et comme a dit Nicolas tout à l'heure, il comprend plus. Il ne fait plus confiance aux politiques parce que ces politiques-là n'ont pas compris le problème. Et je crois qu'il faut prendre du recul. Il faut dire qu'est-ce qui a amené la France dans cette situation et comment en sortir. Mais c'est pas en stabilisant une situation avec un technicien, je ne sais d'où. C'est vraiment, il faut une vision politique, mais c'est une vision politique qui doit imposer à l'Europe nos volontés, notre intérêt, et qui change fondamentalement, qui va peut-être enlever 20 ou 30 000 hauts fonctionnaires qui coûtent 150 000 euros par an. Et je pense que ça va se faire dans la douleur. Mais là, on n'y est pas encore. Mais Pierre, voilà. On va réagir. On a l'impression, ce que dit Pierre, on revient un peu sur les politiques hors sol, qui ne comprennent plus finalement ce que veulent les Français, Coralie. Oui, on l'a entendu à peu près sous tous les gouvernements et à propos de tous les partis. Mais c'est peut-être vrai. Il y a probablement une partie vraie, une partie fausse. Ce qu'il y a de vrai, dont je peux témoigner, c'est que quand vous êtes élu, vous êtes propulsé dans une dimension qui change votre rythme de vie, votre administration de vie. On change vos documents administratifs, vos régimes de sécurité sociale, etc. Votre exposition, votre nom exposé en permanence, les comptes qui vous sont demandés en permanence, votre vie familiale, enfin, tout explose. Donc évidemment que ça vous transforme un petit peu. Et quel que soit votre parti d'origine et vos convictions d'origine, ça vous met sous pression. Et le fait d'être sous pression et de vouloir bien faire, parce que la plupart d'entre eux quand même veulent bien faire, qu'ils le fassent ou pas, mais ils en ont l'intention, ça vous met en tension vers des objectifs qui
peut-être vous déconnecte de ce que vous étiez juste avant dans la réalité, comme tous les Français. C'est pas forcément un surplomb, une arrogance, c'est aussi la façon dont est fabriquée la vie d'un élu. C'est comme ça. Et puis, il y a aussi une volonté, une attention qui est portée, et selon les partis, avec des sujets de prédilection. Donc là, selon comment on se situe dans sa vie, si on est plutôt à gauche ou à droite, on a le sentiment d'être entendu ou pas entendu. Mais pour revenir sur ce qui était dit, et qui était intéressant sur le côté imposer sa voix sur l'Europe. En fait, lundi, quand les ministres ont été démissionnés, et quand je dis les ministres démissionnés, je pense aussi à tous ceux qui n'avaient pas... La deuxième salle, vous savez, de ministres n'avait pas été renommée, tous les ministres délégués. Oui. Donc là, ce sont des ministres démissionnés disparus, qui sont même plus en affaires courantes. Anonymisés. Anonymisés. Voilà. Donc je les appelle les ministres disparus, non remplacés. Donc l'exercice de leurs administrations non remplacées à ce stade. Par exemple, sur l'industrie, nous sont des sujets sur lesquels on travaille énormément. Il se trouve que dans la semaine, tout ce qui avait été fait par feu le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a emporté au niveau européen le plan acier. La Commission a suivi la France et le plan acier a été adopté. Donc même quand on a des victoires en Europe sur des choses très concrètes, le plan acier c'est quelque chose de concret pour nos industries, c'est pas ça qui va rétablir une crise politique, c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'en fait, on a une victoire et on aurait pu se féliciter de cette victoire, on a imposé notre voix en Europe, mais la crise de la semaine fait que c'est passé totalement inaperçu. Ça efface tout. Ça, c'est terrible. Donc, des victoires, on en a quand même de temps en temps, et peut-être qu'il faut qu'on apprenne à plus les regarder et les valoriser. Et ce que vous disiez sur la suppression d'un certain nombre de fonctionnaires, etc., ça, ce sont des débats présidentiels. Pour moi, c'est pas le Premier ministre qui arrive ce soir qui doit se mettre à liquider les administrations ou quoi que ce soit, ou au contraire à les préserver. Pour faire un budget, ça peut aider. Moi, je crois mais vous pouvez pas changer fondamentalement les orientations de départ par rapport à un programme de présidentiel qui va être débattu. Je répète, on va commencer à parler des présidentielles dans 6 mois à peu près. 6 mois, c'est rien, on peut attendre 6 mois. Coralie, tu as raison, mais il y a un point sur lequel les Français ne peuvent pas te suivre, c'est que je suis d'accord avec toi. Je suis une européiste convaincue et cette victoire, c'est fantastique pour Alstom, pour tout le monde. D'accord. Quelle est l'influence directe sur la vie des Français? Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sur les emplois, zéro. Sur les emplois, ça va être une influence directe. Tout ne peut pas avoir un impact direct sur la vie de chaque Français non plus. Parce que eux, ils sont pas tous dans ce secteur, ils travaillent pas tous dans les aciéries. Pardon, ils travaillent pas tous dans les aciéries, et très clairement, même si nous on considère, et on a raison du reste de le considérer ainsi comme une victoire extrêmement importante, mais il faut prendre de la hauteur. Oui, et puis surtout, finalement, quelle est l'externalité positive pour le Français moyen? Sont des emplois, sont des partenaires, ça veut dire d'autres entreprises qui vont pouvoir sous-traiter, etc. En réalité, économiquement et socialement parlant, ça a énormément. Cuisine, mais il faut déjà pouvoir en parler. Or, c'est inaudible dans une semaine où on a que des crises politiques. Oui, mais Coralie, eux, ils veulent savoir ce qui va se passer avant la fin du mois. Oui, mais il faut un petit peu de vision stratégique. Je veux dire, quand De Gaulle il met en place un plan pour construire le nucléaire français, il s'occupe pas. C'était une autre époque, Michael. Vous pouvez pas demander aux Français d'avoir une vision stratégique. C'est pas leur boulot. Ne change rien au fait que en politique, il faut avoir une stratégie. C'est vrai, mais le contexte était différent. Moi, je ne crois pas à la déconnexion des élus. Je trouve que c'est un élément de langage journalistique très facile. Je pense qu'il y a personne qui parle plus aux Français que les élus. Ils parlent aux Français toute la journée, dans leur qui leur racontent leurs problèmes. Ils sont parfois insultés sur des marchés. Vous inquiétez pas. Je pense qu'ils les connaissent, les Français. Dans leur circo en fin de semaine, dans leur permanence. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème de connaissance. Après, c'est un problème de caractère. Est-ce qu'ils ont le courage pour mettre en place les solutions qu'ils ont constatées sur le terrain et qu'on leur fait remonter? Pas toujours. Ça dépend de leur parcours politique, de leur sensibilité propre, etc. Et puis surtout, il faut dire un truc. Les politiques, ce qu'ils ont aujourd'hui et ce qu'ils n'avaient pas il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, ils sont cadenassés par les cours suprêmes, par l'Europe. Donc, vous êtes une Européenne convaincue, je veux bien, mais c'est précisément l'Europe qui a déglingué la souveraineté nationale et qui a fracassé la crédibilité des élus parce qu'ils ne peuvent plus rien faire sans rendre des comptes à une institution qui aujourd'hui les dépasse et qui leur a pris une part de leur souveraineté sur tout un tas de sujets. Une partie de l'économie, contrôle des concentrations des entreprises, évidemment le dossier énergétique, les négociations commerciales, on négocie absolument plus nos tarifs douaniers. Tout ce qui est évidemment la délégation de souveraineté sur les questions de monnaie. Avant, on avait la maîtrise de notre monnaie, plus aujourd'hui. Bon, ce serait évidemment compliqué d'en sortir de l'euro. Je dis pas le contraire. Mais puis le franc les irait très politiques mal sont dans une situation où ils peuvent plus rien faire, en fait. Je me demande si l'Europe ne devient pas un alibi à l'impuissance nationale. Philippe, franchement, même quand on a des dirigeants durs,
qu'on nous présentait vraiment comme des quasi-néofascistes du style Mélanie, elle est finalement obligée de se rendre à l'Europe pour finalement faire un peu bouger les lignes dans son pays. Ouais. Mais elle y arrive. Non, mais cela étant, l'Europe nous a protégés. Sur la monnaie, là, ça nous protège. On est quand même mieux avec l'euro dans cette Excusez-moi, on entend plus. La monnaie européenne nous protège, mais elle a quand même tué notre industrie en grande partie, parce que l'euro est Attendez, permettez, c'est un rapport du FMI 2017 qui disait que l'euro était sous-évalué de 18% pour l'Allemagne et surévalué de 7,8% pour la France. C'est-à-dire que l'Allemagne a un produit dopant à 18%, la France a une charge de 8%. Donc faut pas s'étonner que la France soit désindustrialisée aussi. Faut pas sauter comme des carrés en disant l'Europe. La désindustrialisation de la France, il a 40 ans. C'est pas l'euro. C'est pas l'euro. Parce que la désindustrialisation de la France a été décidée il y a très longtemps. Alors, je vous arrête. Quelle est la dernière année d'excédent commercial de la France? 2002. Et 2002, c'est l'année de l'euro. Et après, on est parti en déficit. Voilà, CQFD. Oui, mais ça serait arrivé avec le franc, en fait. Ouais. Ah non, parce qu'on aurait dévalué le franc systématiquement. Philippe, on aurait fait comme l'Italie pendant des années. Non. Si. Il y a des raisons endogènes aussi. Endogènes, mais ça, je suis bien d'accord. Diminution du temps de travail. Je suis bien d'accord aussi, les 35 heures, etc. Les enfants, vous restez avec nous. On va faire une petite pause. Ça va vous détendre. On va servir une camomille à tout le monde. Avec un peu de gingembre. On est de mon pays. Nous, on est d'accord pour continuer à se parler. On quitte pas la table des négociations. Avec un peu de gingembre, je dis, comme ça va vous exciter. C'est intéressant. Voilà. Gingembre et vodka, c'est très bon. 08, l'alcool est dangereux pour la santé, je vous le signale. 0826 300. Je suis obligée de le dire. C'est mon travail. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et le compte à rebours est enclenché puisque normalement, c'est ce qu'on a entendu, dans moins de 30 minutes, nous aurons le nom de cette personne. Je dis cette personne parce que je ne sais pas si ce sera un homme ou une femme. Et reste autour de cette table, bien sûr, pour commenter Anne Mazoyer, Jankowska qui est avec nous, Michael Sadoun et Coralie Dubost. Et vous, au 0826 300 avec Philippe David, on vous attend bien sûr jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. Et on part direct au standard d'ailleurs, 0826 300 et c'est Emmanuel de Montpellier qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Oh, c'est beau ce concert. Oui, c'est un côté Stone Chardin il y a 50 ans. Quel temps fait-il à Montpellier? Il fait beau. Parce qu'à Paris, c'est nuageux, là, je vous le dis, surtout au-dessus de Matignon. Il fait chaud toute la journée, il n'y a pas de vent. Vous vouliez réagir, Emmanuel? Oui, parce que je sais pas, le débat c'est va-t-il y avoir une porte de sortie? Moi, je pense que quand vous avez le gars qui dirige le pays et s'est arrêté de grandir à l'adolescence, c'est-à-dire quand il a eu des petits soucis avec sa prof, voilà. Alors ça c'est. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, mais ça c'est ce qu'un psy vous expliquera, mais c'est pas grave. Je vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que il est avec quelqu'un qui a un fonctionnement très comment dire, qui a vraiment des problèmes psychologiques. On lui a cassé vous pouvez pas dire ça, Emmanuel. Mais moi je le dis, on lui a cassé son jouet et donc il ne fera rien pour arranger les choses. Il se fiche totalement de la vie du pays. Ça se saurait s'il avait voulu changer les choses. Vous comprenez? Là où restez avec nous, Emmanuel. C'est-à-dire que si toutefois il décidait de nommer de nouveau Sébastien Lecornu, là effectivement, ça veut dire que même s'il a monté dans les sondages et même si les Français commencent maintenant à l'identifier, est-ce que ça va pas cristalliser de nouveau une colère à Mazoyer? Est-ce que Lecornu peut accepter d'être renommé vu la manière dont s'est passé son premier, c'est pas un mandat, mais son premier passage à Matignon? Restez avec nous, Emmanuel. Alors, il a reconnu avoir fait certaines erreurs. Je pense qu'on peut le lui concéder parce qu'il a donné des explications très claires. Mais moi, je pense que s'il est vraiment moine soldat, il va l'accepter. Il ne renommera pas Bruno Le Maire, là, par contre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Coralie, mais en tout cas, c'est la seule solution. Coralie? Moi, j'ai énormément d'estime pour Sébastien Lecornu et à titre personnel, je serais très heureuse qu'il soit renommé puisque j'ai toute confiance en cet homme pour tenter, comme il vient de le démontrer cette semaine, de conduire un gouvernement qui soit pluriel avec différentes personnalités, différents projets, etc. Donc à titre perso, ça me sécuriserait.
Après, je trouve que ce serait difficile pour Sébastien Lecornu, parce que comme il avait dit en début de semaine qu'il ne souhaitait pas poursuivre et qu'il ne poursuivrait pas, ça impliquerait effectivement pour lui d'avoir à se justifier. De se désavouer, c'est surtout. pas facile. Et la seule raison pour laquelle il pourrait l'accepter, c'est effectivement cette mentalité un peu militaire de je suis au service de l'État et s'il y en a pas d'autres qui conviennent, il faut y aller. Oui, il y aurait pas d'autre raison pour laquelle accepter. En vrai, qui a envie d'être Premier ministre aujourd'hui, pardon? Pas grand monde. Enfin, à part ceux qui le crient. C'est vrai. Il y a un candidat, Michel Serrault. Allez. J'ai la jeunesse pour moi. C'est ok. Emmanuel qui est au 0826 300 300. Est-ce que vous seriez choqué qu'il nomme à nouveau Sébastien Lecornu? Il me semble que en tout cas il est un peu, enfin entre guillemets, je connais pas personnellement la personne, j'avoue qu'il est pas très connu politiquement, donc mais il me semblerait qu'en effet c'est un peu il est au service de Macron, il doit sûrement quelque chose. Il y a pas de problème, j'ai aucun problème avec la personne, mais moi j'aimerais pas être à sa place quoi. Moi si j'étais lui j'éviterais, parce que ce type j'ai rien contre lui, je connais pas, ni en positif ni en négatif, mais ça sera un enfer pour lui. Ça a été un très bon ministre des Armées. Oui, non, mais ça, j'en sais rien. Je critique pas. Je n'ai aucun avis sur la question. J'avoue que j'ai pas beaucoup suivi la politique du ministre de l'Armée. Donc, quand je sais quelque chose, je le dis. Quand je ne sais pas, je le dis. En tout cas, vous n'avez pas d'a priori négatif contre Lecornu. Non. Restez avec nous, Emmanuel. En réponse à Emmanuel? Non, mais sur Lecornu. Sébastien Lecornu, pour moi, aujourd'hui, est le candidat le meilleur pour d'abord essayer de tempérer ce qui peut encore l'être pour quelques jours, parce qu'encore une fois, je ne vois pas une échéance à plus d'une semaine, et d'autre part, pour essayer de réunir autour de lui quelques voix. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas, que ça soit du reste issu de la société civile ou issu donc du monde politique, mais ça sera à très court terme de toute façon. Mais est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Sébastien Lecornu, vu la manière dont ça s'est passé, alors à défaut d'être un moine soldat, bien évidemment, peut dire oui, parce que quand même, il a eu le gouvernement le plus rapide de l'histoire de France, 3e, 4e, 5e République réunie. Est-ce que c'est faisable? Il a déjà pour une question d'amour propre. Cet échec. Il a peut-être justement pas envie de rester sur cet échec. Oui. Et puis. Non, la question qu'il faut se poser, c'est surtout est-ce qu'il peut avoir plus d'efficacité que la première fois? Peut-être. Il a dit qu'il était à ça d'avoir une majorité, donc peut-être qu'il sera capable maintenant de concéder. C'est un très bon négociateur. Voilà, peut-être. Est-ce qu'il a vraiment choisi son gouvernement? Très bon négociateur, parce qu'on nous a fait le coup avec Bayrou, on nous a fait le coup avec Lecornu, à chaque fois qu'on appelle un Premier ministre, et avec Barnier aussi, qui était le négociateur du Brexit. Alors on nous a fait le coup à chaque fois, c'est un très bon négociateur, cette fois on vous promet ça va marcher. Le tout est de savoir... J'apprécie plutôt la personnalité de Sébastien Lecornu, à titre personnel. Qui a été un bon ministre des Armées. Mais le tout est de savoir, est-ce qu'il a les mains libres? Est-ce que le gouvernement qui lui a été imposé, parce qu'on pense que ça lui a été imposé, est-ce que s'il venait une seconde fois en tout cas à ce poste, est-ce qu'il pourrait faire une liste qui soit cohérente et pas celle d'Emmanuel Macron? C'est ça le truc, puisque c'est un bon soldat. Oui, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Est-ce que je peux mettre un joker au milieu de la pièce? Oui, vous pouvez. À partir du moment, il me semble quand même, soyons pragmatiques. 2 minutes, pardonnez-moi, j'ai une petite toux, mais si on est pragmatique, j'imagine que s'il l'accepte, c'est parce qu'il aura toujours ce mandat de clore la négociation sur un accord. Donc ça signifie qu'il a un petit peu plus la main, probablement, pour composer. En tout cas, on le lui souhaite. Voilà, lui ou quelqu'un d'autre. Moi, je voudrais dire, j'ai pas d'opposition sur plein de profils. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure hors antenne, donc autant faire profiter tout le monde, et assumer ce qu'on dit. Mais même si c'était un PM de gauche, PS, moi, ça me choquerait pas. Après tout, ils ont pas essayé. Enfin, on n'a pas encore essayé. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. Regardons. C'est-à-dire que tant qu'on a aujourd'hui quelqu'un qui vraiment se met à la hauteur de la mission, et Sébastien Lecornu en est capable. Motivé, c'est ce que vous voulez dire. J'en suis sûre, il en est capable. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en sont capables ailleurs. Mais tant qu'on est sur une personnalité, un tempérament qui se met à la hauteur de la mission et dans les dispositions d'esprit pour clore la négociation, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour le pays. Mais est-ce que ça peut tenir sans censure? Parce que faire le budget... Ça ne dépend pas que du Premier ministre, ça dépend de l'Assemblée nationale aussi. C'est-à-dire que Philippe. Tout Premier ministre a déjà automatiquement... C'est pour ça que je te dis, ça va tenir le temps du budget. Oui, mais ça passera pas au budget. Non. Donc, retour à la case départ. Non, mais après ça, c'est la dissolution, on est d'accord. Oui.
Bah ouais. Alors, en fait, ce que j'allais dire, c'est que tout Premier ministre aura automatiquement le RN. Ça va être la 4ème République. Il aura automatiquement le RN et LFI contre lui. Donc après, en fait, il manque peu de voix pour le faire basculer. C'est ça. Ce que ça veut dire, c'est que les petits partis vont devenir des points de bascule gigantesques. Exactement. Ils vont avoir un poids incroyable parce Exactement. que quand vous avez Lyot, déjà par exemple, comme groupe. Lyot, Horizon, etc. À chaque fois, ils vont venir négocier quelque chose de supplémentaire. Et il va falloir en permanence équilibrer avec la demande. Vous imaginez, il faut équilibrer avec la demande des LR, du PS, de Renaissance, d'Horizon, de Lyot, parce que chacun fait un petit peu bascule. On a quand même encore 14 mois avant, parce qu'en milieu, il va y avoir les sénatoriales quand même en septembre. Et donc, il y a quand même 14 mois à attendre un nouveau président. Mais est-ce qu'il faut tout faire pour éviter une dissolution? C'est ça la vraie question. Non, c'est pas un objectif en soi d'éviter une dissolution. Moi, je pense simplement que elle serait mauvaise pour tous les partis. C'est-à-dire que pour le RN, ils auraient plus de députés, mais ils n'auraient pas de majorité absolue, donc ils ne pourraient pas gouverner, ils ne pourraient pas faire la démonstration de l'exercice du pouvoir, et en même temps, ils auraient trop peu de temps pour faire des choses, c'est pas bien pour eux. En même temps, tous les autres partis pâtiraient de cette dissolution. Le bloc central serait réduit à peau de chagrin. La gauche perdrait, à mon avis, aussi des élus, sauf peut-être LFI dans les projections, je sais pas, qui gagnerait un petit peu. Bon. Alors nous, on avait un sondage qui est tombé aujourd'hui. Tout dépend s'il y a des LFI tout seuls ou des LFI avec les Verts ou du PS. On a un sondage de plus de 30 pages pour expliquer tous les cas de figure. Une dissolution serait mauvaise pour tout le monde, mais bon, après, il faut pas en faire une question de principe. S'il faut une dissolution, il faut une dissolution. Allez, on a Emmanuel qui voulait conclure de Montpellier. Emmanuel, vous vouliez réagir de nouveau? Oui, juste une conclusion. Moi, je crois que la vérité, on tourne en vire, on cause, on met un machine. Mais la vérité, c'est que je vais faire un petit peu mon LFI, entre guillemets. Voilà. Vous avez le droit. C'est que la vérité, c'est que le problème, c'est le président. Vous pourrez, le pauvre Le Cornu, enfin, j'ai rien contre lui, ou n'importe qui d'autre, il s'en sortira pas. Voilà, il faut une destitution. Excusez-moi, vous faites pas votre LFI, vous faites votre. Excusez-moi, vous faites pas votre LFI, vous faites votre Horizon avec Édouard Philippe qui a demandé sa démission. C'est vrai. Non, mais c'est parce que LFI avait mis en place un système de destitution, pardon. Oui, l'article 68. Vous savez, vous avez raison, Emmanuel, mais je vais vous répondre ce que François Mitterrand avait dit lors d'une interview. Il avait dit: vous ne pouvez rien contre la volonté d'un homme. Oui. Surtout c'est peut-être affligeant, mais c'est comme ça. Non, mais il y a une chose, Emmanuel, et bonjour à Montpellier. Je suis très heureuse d'entendre un Montpellierin, même si je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais je suis heureuse d'entendre un Montpellierin et de savoir qu'il fait toujours beau chez nous. Pourquoi, en fait, un an, c'est rien? Là, un an avec les municipales au milieu, c'est rien. Admettons qu'on n'en puisse plus de Macron, il gouverne pas, il n'a pas de majorité, il va devoir composer avec plein d'autres tendances politiques. Pourquoi ne pas laisser faire un Premier ministre, en fait, le temps de terminer le quinquennat, pour que la France soit tranquille, que les élections municipales se passent tranquillement? Je pense pas en plus qu'il y ait beaucoup de macronistes qui sortent des municipales, donc bon. Et en 27, on fait, enfin dès l'été 26, il y a la campagne présidentielle qui démarre, et puis il y aura un changement de président de toute façon. De toute façon, il sera plus là dans un an. Et puis dans 6 mois, on parle beaucoup moins de lui. 18 mois maintenant. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci à vous. Merci, à très bientôt et bon week-end chez vous. J'allais dire à Montpellier, mais c'est chez lui, donc il fait ce qu'il veut. Montpellier, où il fait toujours beau, manifestement. Toujours. C'est vrai, c'est très sympa cette ville. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient dans un instant pour le dernier quart d'heure avec vous, jusqu'avant 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Retour des vraies voix en édition spéciale avec bien évidemment Cécile Doménibus, Anne Mazoyer. On va faire comme dans le même ordre que tout à l'heure. Philippe Bilger nous a laissé. Oui, il a tellement d'impératifs. Vous savez qu'il a des activités nocturnes. Bien sûr. Oui. Dès que la nuit tombe, c'est un loup-garou. C'est bien plus intéressante que nous. Son surnom étant The King of the Night dans la magistrature. Michael Sadoun que vous avez. Ou alors le Travolta des années 2020. Ça, c'est pour ceux qui l'ont vu danser. Et une petite nouvelle, Coralie Dubost. On part au 0826 300 300. On était à Montpellier. On part dans une autre ville où théoriquement il fait aussi toujours beau. Bonsoir Robert de Marseille. Oui. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Non, c'est pas ça, c'est Robert de Marseille. Eh oui. On l'aime. Robert, on vous écoute.
Écoutez, si on reprend le Cornu 2, il va même mettre le même gouvernement qu'il avait déjà décidé, sans Rotaillot et le maire. Et j'ai peur que la gauche soit censurée directement. Vous en pensez quoi, vous, Robert, personnellement? Moi, que ce soit l'un ou l'autre, je crois que ce sera toujours pareil. Finalement, ça va être difficile, donc la gauche. Moi, je suis de gauche, mais pas celle des Fonds populaires. Hein. Moi, je ne les supporte plus. Donc, je suis de gauche depuis des années, et là, entre les filles et les socialistes, moi, ça commence à déborder sérieusement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous leur reprochez aujourd'hui? Eh bien, leur implication avec les choses, quoi, les terroristes. Vous avez vu les positions de les filles avec le Hamas. Oui, vous avez en plus une députée européenne, Rima Hassan, qui prône la victoire du Hamas sur Israël. Moi, je me demande même pourquoi elle n'est pas déjà inculpée pour apologie du terrorisme. Ouais, Robert, est-ce que vous auriez quand même apprécié qu'il y ait peut-être la nomination d'un Premier ministre de gauche, peut-être tenté un Olivier Faure? Ou un Bernard Cazeneuve, par exemple. Oui. Je ne pense pas. De toute manière, la gauche, même si on leur donnait les commandes, au bout de 3 mois, ils seraient déjà censurés. Je ne pense pas que les LR et les RN leur laissent la possibilité de continuer. Il y a vraiment aucune possibilité pour la gauche. Il y a beaucoup de bon sens de Robert, je pense notamment et sur la désillusion, et de la désillusion. Oui, et être pour quelqu'un de gauche, mais sur la censure, ce qu'il dit, il va mettre le gouvernement le Cornu 2. Il remettra pas le maire. Parce que là ce serait cuit, et il mettra pas Retailleau qui veut pas revenir. Il remettra pas les mêmes. Je le suspecte d'être assez intelligent. Excusez-moi, mais il y a on en parlait en off pendant la pub. Il y a les équilibres entre les macronistes de gauche, les macronistes de droite, ceux-ci, ceux-là, et on est obligé de jouer avec ça. Enfin là, tout le monde a compris qu'il allait falloir s'asseoir sur ses velléités personnelles. Mais parfois, c'est difficile. Pour éviter une dissolution. Sinon, quand même. Je vous rappelle quand même que Sébastien Lecornu a fait son discours en utilisant un mot très fort qui est la rupture. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas eu au premier volet, à part le 49.3. Peut-être qu'on l'aura au second, Anne. Oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de ministres de droite au sens strict du terme. Je ne crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas parce que ça a été vraiment un tollé et puis je pense que effectivement, alors ça peut être un gouvernement technique, moi j'en pense autre chose, mais enfin bon, et très très sincèrement, je pense qu'il y aura quand même certains ministres macronistes, oui, certainement. On va aller dans une ville où il fait toujours beau et dont je considère qu'elle est la plus belle du monde, direction Toulouse. Bonsoir Jean. C'est Montpellier, c'est pas gentil. Bonsoir Jean. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. On vous écoute Jean. Ça vous fait plaisir parce que vraiment vous dites la vérité. Ceci dit, vous avez pas donné la parole à 2-3 fois que j'ai appelé. Et ben voilà. Mais il y a beaucoup d'appels, alors c'est... Eh bien, je vous remercie. On vous écoute, Jean. Je comprends pas qu'on papote, qu'on se contredit, qu'on fait des hypothèses, etc. Alors qu'un gosse de 10 ans comprendrait que depuis le temps et le score qu'elle ne cesse de monter, plus on lui met des obstacles, et plus elle monte dans les sondages. Et là, ça s'effrite de partout, à gauche, à droite. Bientôt, elle va régner à elle toute seule, c'est-à-dire qu'elle aura la majorité absolue. D'ailleurs, elle se destine déjà à cette élection qui va très certainement avoir lieu, parce que dissolution, il y aura. Il n'y a pas de doute. Donc, elle aura, ou elle va frôler la majorité absolue, ou elle va la dépasser à elle toute seule. Elle aura peut-être même pas besoin, quoique les électeurs s'en mettent et voteront quand même pour elle. Je m'attends à un score incroyable en cas d'élection. Alors, Jean, je vous redonne la parole. Avant de la donner à Mickaël Sadoun, on a un sondage aujourd'hui, IFOP fiducial pour Sud Radio, qui met le RN très très haut, aux alentours de 35-36%, au nom de législative. Vous avez écrit une chronique dans une tribune dans le Figaro qui est sortie hier soir, où vous disiez que le Front républicain avait tout planté. Jean, s'il n'y avait pas de Front républicain aujourd'hui à 35-36%, le RN a une majorité absolue. Hein. Bah ouais, ça purgerait, je pense, une partie quand même de la volonté populaire.
attendez, Jean, attendez, on revient vers vous, Jean. Bougez pas. En plus, je suis d'accord avec vous, hein, Jean. Moi, je pense qu'il y a dans ce pays un désir de droite depuis un certain nombre d'années qui est à chaque fois frustré par toute une série d'événements. Il y a eu évidemment l'affaire Fillon en 2017, alors que Fillon avait sa route tracée vers le pouvoir. Puis il y a eu une succession de barrages républicains en 2017, en 2022, en 2024, et on en refait le coup à chaque fois. Je crois que ça crée une frustration populaire dans ce pays, qui crée en plus un décalage entre la base, les votants et les élites politiques qui n'ont pas la même vision des choses sur l'immigration, l'économie, l'éducation, la sécurité, etc. Et en plus, ça proscrit un certain nombre de débats. Donc je pense que la situation politique dans laquelle on se trouve, qui est une situation de blocage, découle du fait qu'on a appliqué ce barrage et ce front républicain de manière trop naïve et trop abusive pendant des années, alors qu'on aurait dû considérer le RN comme un acteur politique normal, puisque dans la mesure où Emmanuel Macron s'est placé au centre du jeu politique, la seule alternance qu'il y avait en face de lui, c'était Marine Le Pen. Il faut l'assumer. Il faut qu'il y ait une respiration démocratique. On ne peut pas faire un bloc central qui va phagocyter tout ce qu'il y a autour de lui et qui va rester au pouvoir pendant 1000 ans. Donc, je pense, moi, que le Front républicain est responsable de la situation. Ni la dissolution, parce qu'on peut faire une dissolution ratée sans que ça parte comme ça dans un tel bordel. Chirac 97, et pourtant c'était une dissolution bien ratée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le fautif n'est pas non plus la 5e République, puisque c'est quand même le régime qui nous a assuré la plus grande stabilité depuis la monarchie absolue, si on accepte évidemment la 3e République. Jean, vous êtes d'accord, j'imagine? Vous avez raison à 1000%, mais je regrette qu'on voit ce dessin là depuis longtemps et que j'entends sur aucun plateau une conclusion, si vous voulez, dans ce sens. On discute, on papote, on se contredit, on fait durer le plaisir, mais à chaque fois qu'on lui a présenté des obstacles, son score monte, etc. Et je vous dirais qu'il n'y a pas que sur le sujet Marine Le Pen. Je vois discuter des heures sur la laïcité, patati, patata, mais jamais une petite phrase bien ciblée et qui explique tout au commun des mortels. Ainsi, la laïcité, c'est simple, hein. À la maison, on fait ce qu'on veut. Dans les droits publics, on se conforme aux lois de la République, du pays qui nous accueille. C'est archi simple, voilà. Merci beaucoup, Jean. Ce que dit Jean, c'est vrai. Est-ce que maintenant, les arguments moraux, notamment, ça a fini de marcher contre le RN, Coralie Dubost? Ça fait très longtemps, moi que. Très bien dans le micro. Pardon. Moi, ça fait très longtemps que j'étais encore élu que je refusais les arguments moraux contre le RN. Moi, j'aime le débat politique, le débat d'idées, donc je pense que soit on est d'accord ou pas d'accord sur certains sujets, et puis. Nous, on débat. Oui, on débat, on assume d'avoir un interlocuteur avec lequel on n'est pas d'accord, comme avec d'autres partis, d'ailleurs. Voilà. Oui. Donc, oui. Anne Mazoyer. Pareil, pas mieux, j'allais dire. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une normalisation de ce parti. Non, dans toutes les intentions de vote, présidentielle ou législative, il est au-dessus du tiers du corpus électoral. Donc, ça veut dire quelque chose, non? Oui, et puis on le sent monter depuis longtemps. Hein. Quand je repense à la crise des Gilets jaunes, il y a quand même eu des phases très fortes où les colères étaient exprimées. On ne pouvait pas les ignorer. Non. Donc le RN a été particulièrement habile aussi dans sa métamorphose, parce que j'observe une métamorphose. Hein. Je me souviens, moi, jeune femme, être contre le FN à l'époque. Entre le RN d'aujourd'hui et le FN de l'époque, il y a eu des opérations de transformation et de métamorphose, des champs sémantiques qui ont bougé. J'ai écouté avec attention l'émission de Marine Le Pen il y a la semaine dernière, je crois, sur LCI, tout à fait. Était très bien, où j'avais été frappée par vraiment le changement de registre sémantique. Elle ne luttait plus contre l'insécurité, elle était là pour rapporter la tranquillité. Elle ne parlait plus de la peur, mais elle parlait de restaurer l'espoir et la joie dans la vie des Français. Donc il y a vraiment une opération de transformation du langage, de ce qu'on raconte aux Français, qui leur correspond. Et effectivement, je pense que les autres partis, plutôt que de s'écharper sur qui aura le titre de Premier ministre ou telle fonction, devraient s'interroger sur leur propre métamorphose pour plaire un peu plus aux Français. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir accepté de débattre sur cette séquence un peu inédite. Alors on devait avoir le nom du... Il a manqué une chose, la fumée blanche. Voilà, c'est ça. Et Emmanuel Macron a annoncé qu'après l'annonce du Premier ministre ou de la Première ministre, il parlerait aux Français. Donc voilà, on vous souhaite de toute façon un très très bon week-end
week-end. Merci beaucoup Anne Mazoyer, merci beaucoup Mickaël Sadoun et merci à vous Coralie Dubost, et merci à vous de nous avoir appelés au 0826 300 300. Merci à notre équipe, François Louis, merci Antoine, merci Maxime, merci Zach et merci Justine, merci beaucoup Philippe. On se retrouve lundi à partir de 20h, de 8h. De 18h. De 18h, pardon. 8h le matin, ça fait tôt. 20h, c'est quand on termine. On se retrouve à 18h lundi et les programmes continuent bien évidemment sur Sud Radio. Et oui, et dans un instant, Magali Berda sera avec nous pour On vit pas dans la même France, avec le sujet la justice est-elle une arme politique? Jean-Philippe Tanguy face à Gabal Abin qui sera avec nous et c'est dans un instant. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi à partir de 18h. À lundi. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.